Chers frères et sœurs, bienvenue à cette édition. Aujourd'hui, nous allons parler de la nomination de Madame Judith Suminwa Tuluka comme première ministre de la République démocratique du Congo. Puis, nous allons parler des élections au Sénégal. Nous allons après nous rendre au Mali pour parler de la suspension des partis politiques. Et enfin, nous allons terminer avec la riposte de l'Iran contre Israël. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Sans plus tarder, nous allons commencer par la République démocratique du Congo, ce beau et grand pays, avec cette nomination, comme vous pouvez le voir, de Madame Judith Suminwa Tuluka en tant que première ministre de la République démocratique du Congo. Une nomination faite par le président Félix-Antoine Tshisekedi le 1er avril 2024. Donc, c'est pas un poisson d'avril, c'est une décision qui a été confirmée par tous les journaux. Comme vous pouvez le voir, les titres des journaux passés devant vous. Donc, cette nomination a fait la joie de certains qui disent que la gente féminine est cette fois-ci représentée à un poste clé, à un poste très important, et c'est une première dans cette République. Mais d'autres voient une intensification de la propagande féministe occidentale dans ces pays, qui a choisi une femme comme qui a choisi une femme à la tête du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons lui accorder le bénéfice des doutes et nous allons lui dire bonne chance, Madame Judith, et nous souhaitons que vous puissiez construire un gouvernement qui va travailler pour la République démocratique du Congo et au bénéfice du peuple congolais. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous allons maintenant prendre notre envol pour le Sénégal et nous allons parler de des élections qui s'est déroulées au Sénégal où M. Bassirou Diomaye Faye a succédé à Macky Sall au poste de président de la République du Sénégal. Un scénario vraiment improbable parce que comme vous le savez, M. Macky Sall a tout fait pour en terminer avec son opposant qui s'appelait M. Ousmane Sonko. Et M. Ousmane Sonko a été inéligible au Sénégal parce qu'il a été envoyé en prison par M. Macky Sall. Cependant, M. Ousmane Sonko avait un plan B. B comme Bassirou Diomaye Faye, qui lui aussi, en tant qu'une personne qui a fait la prison, est passé de la prison à la présidence d'un claquement de doigts. Il a vraiment fait fort. Et cette élection a fait que certaines personnes puissent être très contents et ont présenté leurs compliments, leurs félicitations à M. Bassirou et aussi à M. Ousmane Sonko. Une joie des Africains surtout, mais de l'autre côté, il y a certaines personnes qui avaient une autre impression. Par exemple, suivons ensemble cette interview de M. Vincent, un journaliste de la chaîne Europe 1. Alors le parti, c'est le PASTEF. Écoutez bien, le Parti des patriotes africains au Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est beau et c'est flou. Le PASTEF prône plus de justice, moins de corruption, une meilleure répartition des richesses, plus d'équité dans les relations internationales. Qui est contre? Il se dit souverainiste et panafricain. Comprenez que l'étranger doit cesser de piller le continent, surtout les Blancs. C'est la version africaine du populisme. Comme vous pouvez le voir, la France est aux abois. Aux abois, pourquoi? Parce que le scénario qui s'est produit au Sénégal, c'est un scénario dont il ne s'attendait pas. Un scénario qui a fait qu'une personne qui est en train de véhiculer une pensée contraire, une pensée qui nuirait, comme ils le disent, à l'intérêt français est passée à la tête de la présidence du Sénégal. Cette fois-ci, c'était pas par un coup d'État ou bien un renversement du pouvoir de la part de la population, mais par scrutin électoral. La France a peur que le Sénégal puisse rejoindre le club des pays rebelles, le pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui est actuellement composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso, et que cette alliance puisse passer de 3 à 4 pays. Dites-nous le scénario
qui serait à l'avantage de l'Afrique et surtout du Sénégal dans les commentaires. Nous restons toujours dans la région et cette fois-ci au Mali où il y a eu cette décision. Suivons ensemble cette vidéo. Au Mali, le Conseil national de transition a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités des partis et des associations à caractère politique. Un décret adopté en Conseil des ministres présidé par le colonel Assimi Goïta, élu par le colonel Abdoulaye Maïga. Porte-parole du gouvernement, le colonel Maïga a justifié la suspension des partis en invoquant un dialogue national initié le 31 décembre. Le lancement de ce dialogue ainsi que le non-respect de l'échéance du 26 mars ont donné lieu à des discussions stériles, des hypothèses qui n'ont pas lieu d'être, a précisé le porte-parole du gouvernement malien. Eh oui, le gouvernement malien vient de suspendre tous les partis politiques et les activités à caractère politique de toutes les associations du pays. Une décision, comme vous pouvez le deviner, a fait parler d'elle. Les Occidentaux, les maîtres de la démocratie, ceux qui nous enseignent la démocratie, ont dit que cette fois-ci, la démocratie a été enterrée au Mali. Pourquoi enterrée? Parce que selon eux, la démocratie a été tuée lors de l'élection du 18 août 2020. Et avec cette décision du gouvernement malien, la démocratie a été enterrée. Mais lorsque nous réfléchissons très bien, nous allons voir que cette décision n'est pas une première, surtout dans les pays en guerre. En France, par exemple, notre sœur, la France, la sœur de l'Afrique, qui se présente comme un pays qui présente et qui défend la démocratie. En France, nous voyons que vers la Seconde Guerre mondiale, la France avait suspendu toutes les activités des partis politiques. Tous les partis politiques ont été suspendus en France. Mais pourquoi aller très loin? Vers la Seconde Guerre mondiale, ça fait beaucoup d'années, hein. Restons même maintenant là, en 2024. Depuis 2020, Zelensky, qui aujourd'hui est présenté comme étant le défenseur de la démocratie, c'est lui qui lutte contre l'oppression de la Russie, bien sûr, il a suspendu depuis 2020, si je ne me trompe pas, tous les partis politiques dans ce pays. Et si on dit aujourd'hui que la démocratie a été enterrée au Mali, mais il faut noter qu'il y a certains pays qui n'ont pas de démocratie. Dans certains pays, il n'y a même pas de démocratie. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup dans les médias et dans les réseaux sociaux? Dites-nous les raisons dans les commentaires, parce que cette émission, c'est de réfléchir ensemble. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble, moi et vous. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous allons terminer avec une nouvelle en dehors du continent africain. Et cette fois-ci, nous allons voyager, nous allons nous rendre au Moyen-Orient, où l'Iran a riposté contre Israël. En effet, c'était le 1er avril, lorsque Israël avait attaqué le consulat iranien en Syrie, causant la mort de quelques commandants et conseillers militaires, surtout du Sepa. Et par rapport à cela, les Sepa, c'est-à-dire les gardiens de la révolution, par rapport à cela, l'Iran attendait une condamnation de la part des Nations Unies. Et comme il n'y avait pas condamnation de la part des Nations Unies, et c'est là, comme d'habitude, l'Iran avait juré de répondre. Et il a riposté. Il a riposté lors d'une mission baptisée comme Promesse Honnête avec plus de 300 drones et missiles. Il avait ciblé certains points clés en Israël. Cette fois-ci, c'était dans le sol israélien. Et bien entendu, de l'autre côté, Israël était protégé avec le soutien des États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, en fait, toutes les grandes puissances que vous pouvez connaître. Toutes ces grandes puissances ont prêté main forte à Israël pour qu'il puisse se défendre. Cependant, les drones et les missiles ont traversé le système de défense israélien et a touché ces points. Et de l'autre côté, commence la guerre médiatique. Israël dit que plus de 89% des projectiles iraniens ont été interceptés par leur système de défense. Et de l'autre côté, les gardiens de la révolution iranienne ont dit que toutes les cibles qui ont été ciblées, qui ont été visées, ont été touchées. On ne peut pas s'en tenir à cette ou cette autre affirmation. Allons voir ce que Scott Ritter dit, un ancien marine américain. Il s'y connaît en guerre. Si vous allez vous chercher Scott Ritter,
Vous allez voir qui il est et on peut se fier à ses allégations. Scott Ritter dit, il a écrit dans son compte Twitter qu'Israël n'a intercepté aucune des attaques iraniennes. Et cela mettait fin à la légende du système de défense israélien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cet échange médiatique et aussi à la riposte iranienne. De notre côté, nous allons juste lancer un message à nos dirigeants africains que la réponse ou la riposte de l'Iran est une leçon pour nous. Et nous, à quand est-ce que un pays africain peut se défendre lorsque ses terres ou bien ses personnalités sont menacées ou bien sont attaquées? N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager cette vidéo afin de permettre à d'autres frères de connaître notre émission Émergence. Nous vous laissons ici et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine.